Imaginez un instant que les fils invisibles qui gouvernent le destin, la volonté et même l'énergie de l'univers puissent être compris, maîtrisés et canalisés par vous. Que au-delà de la peur, au-delà des mythes et des ombres, existent des lois secrètes anciennes, cachées dans des grimoires et des symboles, attendant d'être réveillées par une conscience courageuse. Ce n'est pas un texte ordinaire. C'est une clé, une porte vers les royaumes les plus interdits du savoir ésotérique. Basé sur les écrits voilés d'Aleister Crowley, le magicien le plus influent et controversé du XXe siècle, vous êtes sur le point d'entrer dans un domaine où la magie noire n'est pas crainte, mais comprise, contenue et transmutée. Ici, vous n'apprendrez pas à invoquer les forces obscures par simple curiosité. Ici, vous découvrirez comment elles fonctionnent, comment elles opèrent dans les plans subtils et au sein de la psyché humaine, et surtout, comment en prendre le contrôle absolu. Non pas pour détruire, mais pour vous libérer de leurs chaînes et reconquérir votre souveraineté spirituelle. Préparez-vous à entendre ce que beaucoup n'ont jamais osé prononcer à voix haute, à déterrer des secrets longtemps enfouis sous des siècles de dogmes, à comprendre pourquoi l'obscurité ne se vainc pas par la peur, mais par la connaissance, la volonté et la lumière concentrée. Ce voyage n'est pas pour les âmes faibles. Il est destiné à ceux qui savent que le véritable pouvoir ne réside ni dans la lumière ni dans l'ombre, mais dans la maîtrise consciente des deux. Bienvenue dans les lois secrètes pour maîtriser la magie noire. L'obscurité ne vous dominera pas. C'est vous qui la maîtriserez. Commençons. Avez-vous déjà ressenti ce bourdonnement invisible, incessant et sourd, résonnant comme le seul murmure lointain dans les cavités de votre crâne? Une voix qui n'appartient à aucune gorge humaine, pourtant elle retentit comme un tonnerre étouffé. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec la certitude absurde que quelqu'un ou quelque chose vous observe depuis le seuil invisible du plan astral? Si la réponse est oui, alors ce livre a été écrit pour vous. Si la réponse est non, ce livre pourrait tout de même devenir votre pierre d'achoppement ou votre escalier d'or. Car sa vérité ne rentre pas dans les moules de la logique profane. C'est une vérité qui brûle, désire, transforme. Ce livre n'est pas une exposition académique ni un compendium de savoir mort. C'est un artefact, un grimoire vivant, un transmetteur vibratoire de connaissances arcaniques. Il contient les 7 lois cachées que j'ai découvertes à travers le feu, le sang, l'exil, l'alchimie, la substance et l'esprit. Ce ne sont pas des lois inscrites dans un code juridique, ni enseignées dans des temples ou universités. Elles ne sont prononcées par aucune bouche, sauf celle qui vibre au cœur du silence. Je les ai révélées en partie dans mes journaux secrets, dans les rituels scellés de là, et dans les murmures du gardien qui m'est apparu durant mon passage à travers l'abîme. Le lecteur doit savoir cela dès le début. Ce livre est dangereux, non pas au sens métaphorique mais littéralement. Son savoir modifie la structure vibratoire du pratiquant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une conscience qui a touché ses secrets ne peut revenir à son état antérieur sans payer un prix. Si vous êtes prêt à continuer, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Le voile déchiré. Durant ma vie incarnée sous le nom d'Aleister Crowley, la bête 666, le profanateur de temples, l'hiérophante du nouvel âge, j'ai consacré chaque fibre de mon être à un seul objectif. Découvrir et maîtriser les codes secrets de la réalité. Des vapeurs narcotiques de Boleskine au désert rouge d'Algérie, des rites tantriques de Ceylan aux invocations de l'abbaye de Thélème. J'ai poursuivi les fils invisibles qui lient le visible à l'invisible. Et j'ai réussi. Dans mes voyages les plus extrêmes, dans les expériences les plus féroces de la volonté, j'ai découvert que l'univers n'est pas une structure fixe, mais un champ vibratoire soumis à l'altération par des lois supérieures, des lois cachées qui ne peuvent être maîtrisées qu'en abandonnant l'esclavage de la morale commune, de la logique linéaire et du moi illusoire. Ces lois ne sont pas des théories. Ce sont des mécanismes opérationnels. Des leviers qui, s'ils sont actionnés par la vraie volonté, modifient la probabilité, l'espace, le temps et la matière. Ce que je vais révéler dans ces pages ne repose pas sur la foi. Il naît de l'expérience directe. Le lecteur n'a pas besoin de croire, seulement de pratiquer, d'expérimenter, de se détruire, de renaître. Celui qui lit sans agir amasse des cendres dans sa bouche. Celui qui pratique sans comprendre ouvre des portes qu'il ne peut refermer.
mais celui qui fait les deux devient un dieu. Les 7 clés de la domination. Les lois que je vais révéler n'ont pas été dictées par des divinités fictives, ni déduites par une philosophie académique. Elles sont descendues du plan des archontes. Elles ont été révélées durant des transes, des visions éthériques et des rites de sang. Il y en a 7, car 7 sont les sceaux du microcosme humain, 7 les planètes visibles, 7 les portails de l'arbre de vie dans sa descente opératoire vers Malkuth. Chaque loi correspond à une sphère, à un arcane majeur, à une force universelle, mais leur maîtrise commence à l'intérieur du pratiquant. Première loi, la polarité primordiale. Toute force contient son opposé. Le magicien qui ne comprend pas cela est condamné à être un pion de sa propre ignorance. Il n'y a pas de magie blanche ou noire, seulement des courants polarisés. Vous apprendrez à invoquer sans dualité, à projeter depuis le centre de convergence là où le Soleil et la Lune fusionnent en un point intemporel. Deuxième loi, le sang comme conducteur de l'esprit. Ce n'est pas une métaphore, ni un symbole. Le sang est une substance magique réelle. Ses mémoires, vibrations, temples. Par des techniques de vitalisation hématique, vous transformerez votre sang en talisman vivant, capable d'altérer la conscience et d'affecter la matière. Troisième loi, vibration de la parole sacrée. Le langage rituel ne décrit pas, il crée. En apprenant l'intonation sphérique, vous invoquerez non pas avec votre bouche, mais avec tout votre corps énergétique. La parole est graine et épée, et sa vibration correcte modifie la trame quantique du monde physique. Quatrième loi, la vraie volonté comme éclair de cas. Ni vos désirs, ni vos objectifs égoïques. La vraie volonté est l'éclair qui transperce les voiles. C'est le courant souterrain qui coule d'Adid, le noyau sans extension. Une fois découvert, l'univers s'inclinera devant vous, non par soumission, mais par résonance. Cinquième loi, les seuils du pouvoir. Le vrai accès ne se trouve pas dans l'extase ou la transe profonde, mais dans les interstices de la conscience. Entre une respiration et la suivante, entre un battement et sa négation, le portail s'ouvre. Vous apprendrez à arrêter le temps, à habiter l'instant liminal. Sixième loi, création et direction des égrégores. La pensée collective prend forme. Ce que vous appelez Dieu sont des matrices vivantes créées par des générations d'énergie focalisée. Vous apprendrez à créer votre propre égrégore, à le programmer, le nourrir et l'utiliser comme une extension de votre volonté. Septième loi, le corps astral comme outil d'intervention. Ce n'est plus un caprice spiritualiste, il devient un instrument technique. Vous apprendrez à projeter, configurer et utiliser les corps subtils pour modifier les événements, influencer les esprits et franchir les barrières physiques sans aucun contact. Par la projection contrôlée, vous modifierez la réalité depuis ses plans subtils. Ce livre ne vous rendra pas puissant. Ce livre vous fera mourir et renaître si vous avez le courage de l'affronter. Il n'offre aucun confort, seulement du pouvoir. Et le pouvoir, comme l'abîme, ne tolère pas la lâcheté. L'amour est la loi. L'amour sous la volonté. Domination de la réalité. Les lois secrètes de la magie selon Aleister Crowley. Basées sur les enseignements d'Aleister Crowley. Nous avons remarqué que plus de 80% des visiteurs de notre chaîne ne sont pas abonnés. Vous pouvez soutenir ce projet en cliquant sur le bouton d'abonnement et en aimant la vidéo. Merci de nous inspirer à continuer de créer plus et meilleur contenu pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Chapitre 1. La polarité suprême. Le secret de toute force. Le principe de la neutralité vibratoire, du pouvoir amoral, et la formule de Babalona Isabu. Au commencement, il n'y avait ni lumière ni ombre, seulement un abîme indifférencié. En son sein reposait la graine de tout pouvoir, la polarité latente. Le premier voile que l'adepte doit déchirer est celui de l'illusion morale. Toute perception qui divise la force en catégories de bien ou de mal, de lumière ou d'obscurité, est une forme enfantine de compréhension. L'univers ne fonctionne pas par jugement éthique, mais par oscillation vibratoire. Toute force magique, avant d'être façonnée par l'intention, est neutre, un champ pur de potentialité, sa direction étant déterminée par la volonté qui la manie. Voici le premier secret, la pierre angulaire de toute arme magique authentique. Toute énergie est polarisable, mais son essence est indifférente.
L'oscillation originelle. Depuis mes premières invocations dans les terres du Nord, j'ai compris que l'erreur la plus commune chez les pseudo-initiés est de voir la magie comme un conflit entre lumière et ténèbres, un jeu dualiste de principes opposés. Cette vision, héritée des religions décadentes, bloque l'accès aux véritables arcanes. L'adepte qui cherche à maîtriser la réalité doit transcender cette dichotomie et apprendre à habiter simultanément les deux pôles de chaque manifestation. Lors de mes expériences dans les déserts d'Algérie, où la chaleur dissout la chair et où le temps se replie sur lui-même, j'ai vécu pour la première fois la pure neutralité vibratoire, une force sans morale, sans direction, une puissance brute précédant tous les symboles. Cette énergie ne fait pas de distinction entre guérison et destruction, entre élever un temple ou créer un poison. Ce qui la guide est la conscience polarisée du magicien. L'enseignement est clair. La force ne choisit pas. Le magicien choisit. L'axe du double courant. Toute manifestation énergétique possède deux pôles, l'un actif et solaire, l'autre réceptif et lunaire. Ce principe n'est pas symbolique, il est opératif. Toute invocation, tout mouvement d'énergie, toute formulation rituelle active un courant double. Et si l'opérateur ne peut maintenir les deux aspects en équilibre, sa magie se désintègre ou devient erratique. Il n'y a pas de force sans polarité. Il n'y a pas de polarité sans conscience. Il n'y a pas de conscience sans centre. De là découle le concept d'invocation de convergence polarisée, méthode que j'ai développée à travers essais et délires. Contrairement au système traditionnel où l'opérateur fait appel à une entité extérieure, j'enseigne à invoquer l'archétype de l'intérieur, à l'incarner dans le champ vibratoire interne, puis à le projeter dans son aspect complémentaire. L'opérateur devient miroir, portail, simultanéité vibratoire. Dans les rituels les plus puissants, ceux de Babalon et de la Bête, de l'étoile à 11 branches, du sang des deux soleils, ce principe est crucial. L'adepte ne convoque pas une force. Il l'incarne et la reflète. La manifestation ne se produit pas à l'extérieur, mais sur un axe simultané, interne et externe, solaire et lunaire, volonté et reflet. Le mystère de Babalona, Isabu. La formule secrète Babalona Isabu, répétée dans mes rituels les plus cachés, contient le mystère de cette polarité. Sa signification n'est pas seulement phonétique, mais vibratoire. C'est une clé sonore qui active simultanément les deux pôles d'un courant cosmique. Babaloné fait référence à l'aspect féminin, réceptif, destructeur et gestatif, l'abîme ouvert, le ventre de la transformation, le calice contenant le sang du logo. Sabo est le pouvoir actif, l'armée vibratoire du soleil, le rayon fertilisant, le souffle qui pénètre la forme. Lorsque les deux sont invoqués en parfait équilibre, le résultat n'est pas une troisième force, mais la pure manifestation de l'un dans la multiplicité. Babaloné Sabo n'est pas une prière, c'est un acte de création. Sa prononciation correcte, accompagnée de la visualisation de ces symboles complémentaires, le calice enflammé et la lance solaire, produit une résonance vibratoire qui altère l'environnement physique. Cette formule est un secret qui est resté caché même à de nombreux disciples. Je la révèle maintenant parce que le temps du voile est terminé. Son mauvais usage peut provoquer la folie ou la rupture psychique. Son bon usage accorde la vision simultanée des deux aspects de la réalité. Le miroir sans fond. Pratique. Méditation sur la dualité fusionnée. Pour commencer à travailler avec cette loi, le pratiquant doit exercer la perception simultanée des opposés. Je recommande la pratique suivante. Symbole. Placez devant vous deux talismans. À gauche, un hexagramme bleu. À droite, un pentagramme rouge. Posture. Adoptez une position équilibrée, de préférence la posture du trône. Colonne vertébrale droite, mains sur les genoux, colonne alignée. Respiration polarisée. Inspirez en visualisant l'énergie du pentagramme active, feu. Expirez en projetant l'énergie de l'hexagramme réceptive, eau. Répétez pendant 49 cycles. Visualisation. Commencez à fusionner les deux symboles au centre de votre poitrine, formant un vortex où ils tournent simultanément. Vocalisation. Prononcez lentement. Babaloné. Sabo. Babaloné. Sabo. D'abord de la gorge, puis du plexus solaire, puis d'un point à 2 pouces sous le nombril. Observation. Restez en silence et observez les effets internes.
Si une vision survient, acceptez-la sans jugement. Pratiquez pendant 49 jours, cet exercice éveillera la sensibilité aux polarités subtiles de tous les phénomènes. L'adepte commencera à percevoir la dualité vibratoire dans les sons, gestes, couleurs, mots, même dans les pensées. Au-delà du bien et du mal, il est impératif de comprendre que cette loi détruit la morale ordinaire. Non pas parce qu'elle promeut le chaos, mais parce qu'elle accède à un ordre supérieur, une géométrie vibratoire sous-jacente à tous les phénomènes. À ce niveau, les catégories humaines disparaissent. Un acte destructeur peut être une ouverture spirituelle. Une invocation obscure peut apporter la lumière. Une opération bien comprise de magie noire peut dissoudre des structures psychiques obsolètes qui bloquent l'accès au vrai soi. Le magicien ne juge pas l'énergie. Le magicien l'utilise. Ce principe est ce que j'exprimais dans le livre de la loi lorsque j'écrivis. La casquette est dans le cul, non le cul dans la casquette. Ceux qui ont percé les voiles savent que la casquette représente le réceptacle, la forme, et Q est l'énergie, la charge, l'impulsion. La forme naît du contenu, non l'inverse. Les catégories morales sont des coquilles vides si elles ne sont pas remplies d'intentions magiques. Le magicien doit façonner de nouvelles formes à partir d'une énergie neutre, sculptée par sa volonté. Vision stéréoscopique. La conséquence directe de la maîtrise de cette loi est la naissance de ce que j'appelais la vision stéréoscopique, la capacité de percevoir simultanément les aspects constructifs et destructeurs de toute force. C'est un état non linéaire de conscience, une vision qui voit à la fois les faces visibles et invisibles de chaque acte, chaque mot, chaque courant. Pour la développer, j'instituai le rituel des 2 tours, où le magicien érige astralement 2 structures symboliques, une tour noire et une tour blanche, puis apprend à habiter les 2 alternant leur conscience jusqu'à pouvoir soutenir les 2 simultanément. À ce moment, une perception multidimensionnelle supérieure s'active, la compréhension vibratoire du phénomène total. Ainsi s'ouvre le chemin de la maîtrise. Ainsi commence l'art de façonner la réalité comme de l'argile entre des doigts éthériques. Au centre de tout, la polarité. Au centre de la polarité, l'un. Au centre de l'un, vous. Chapitre 2, la science du sang vivant. Vitalisation hématique et état cristallisé de conscience dans le fluide vital. Dans le sang réside le sceau de la volonté. Là où le sang coule, l'âme pulse. Là où il est offert, le pouvoir s'éveille. Le sang n'est pas simplement le liquide écarlate circulant dans les artères du corps. C'est un fluide scellé, un vase vibratoire, une archive vivante de chaque impression reçue par l'âme incarnée. Pour le profane, ce n'est que chair liquide. Pour le magicien, c'est un primordium biologique, une encre vivante où s'inscrivent les décrets de la volonté. Ce principe, révélé à la frontière du corps et de l'esprit, donna naissance à ce que j'appelais l'hématurgie transformative, la science de la transformation du sang en un instrument magique de haute précision. Dans cette seconde clé du pouvoir, je dévoile des secrets que peu de mes disciples ont jamais pleinement compris. Le sang ne porte pas seulement la vie, il porte aussi la vibration d'états spécifiques de conscience. Lorsque ces états sont correctement induits, le sang agit comme un condensateur fluidique capable de stocker, transporter et projeter ces états vers d'autres êtres, objets ou plans. Sang et esprit, le pont vivant. Depuis les temps anciens, les cultures tribales et les cultes mystérieux ont instinctivement compris le lien intime entre le sang et le pouvoir spirituel. Sacrifice rituel, consécration sanguine, mélange de sang dans les pactes, ces actes n'étaient jamais purement symboliques ou superstitieux. Ils étaient des formes primitives d'alchimie vibratoire. Dans ma propre expérience, affinée avec précision scientifique lors de rituels à l'abbaye d'Aretelema, j'ai découvert que l'état émotionnel, spirituel et mental de l'opérateur au moment de la saignée modifie subtilement sa composition biochimique. Les glandes endocrines, notamment la pinéale, l'hypophyse et les surrénales sécrètent des composés durant la transe qui impriment au sang une signature vibratoire unique. Ce sang peut alors être utilisé lors de rituels futurs pour raviver ou transférer cet état à travers le temps, l'espace ou vers un autre être. Ce n'est pas qu'une théorie. C'est une science occulte. Je l'ai consigné en détail dans un manuscrit privé intitulé De Sanguineum Mystico, dont je révèle maintenant les principes fondamentaux.
Vitalisation hématique, l'art du sang vivant. La vitalisation hématique est le processus par lequel un état spécifique de conscience est imprimé dans le sang par concentration rituelle, visualisation dirigée et manipulation bioénergétique. L'opérateur doit entrer dans un état gnostique élevé, un alignement absolu d'émotions, de souffle, de pensée et d'intention. Dans cet état, même une seule goutte de sang devient un talisman biologique. Les étapes du processus. Induction de l'état. Par la respiration rythmée, la musique rituelle et la visualisation de symboles archétypaux, l'opérateur entre en profonde transe. Les états les plus efficaces pour cette opération sont l'extase érotique spirituelle, la douleur sublimée ou le silence absolu. Concentration du fluide intérieur. L'énergie vitale est dirigée vers le sang par visualisation et tension interne. On imagine le cœur comme un calice radiant infusant chaque globule rouge d'intention vibratoire. Extraction contrôlée. Une incision rituelle est pratiquée sur l'annulaire ou la langue. Idéalement, une quantité minimale de sang est prélevée précisément au sommet de l'état vibratoire. Ce moment est critique, le sang doit être tiré alors que l'état vibratoire est à son apogée. Application ou conservation. Le sang peut être immédiatement utilisé pour oindre des objets magiques, les transformant en instruments télesmiques vivants, ou être conservé dans des fioles rituelles scellées avec des symboles spécifiques pour un usage ultérieur. Les 700 sacrés. Durant ma retraite en Normandie, puis à Céphalus, j'ai codifié cette qualité vibratoire que le sang peut assumer, chacune liée aux 7 forces planétaires traditionnelles. Sang du lion solaire rouge. Illumination, conscience élargie, volonté suprême. Utilisé dans les invocations d'Adit et les rituels de transfiguration. Sang du dragon noir saturnien. Dissolution, transformation radicale, mort psychique. Utilisé pour briser les schémas karmiques. Sang de la lune argentée lunaire. Réceptivité, médiumnité, vision astrale. Utilisé pour ouvrir les canaux de perception. Sang du mercure bleu, mercuriel. Mouvement, transmission, transmutation. Utilisé dans les opérations de communication spirituelle. Sang de Vénus verte, vénusien. Attraction, enchantement, magnétisme personnel. Utilisé pour les liens affectifs et les égrégores. Sang de Mars cramoisi, martial. Énergie brute, combat magique, destruction dirigée. Utilisé pour la défense ou les opérations d'attaque. Sang de Jupiter doré, jupitérien. Expansion, autorité, manifestation. Utilisé pour le pouvoir social ou les rituels de prospérité. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Chacun correspond à un état vibratoire et biochimique réel, pouvant être cultivé par des techniques spécifiques. Un magicien entraîné peut, par préparation, induction et pratique, produire délibérément n'importe laquelle de ces 7 qualités. Le sang comme portail. Un des phénomènes les plus frappants que j'ai documentés fut la capacité du sang conservé à agir comme encre dimensionnelle. Lors d'une opération prolongée dans le désert en 1909, je conservais pendant 49 jours des échantillons de mon sang extraits dans différents états. Je découvris qu'en manipulant ce sang, il était possible d'accéder à l'état exact dans lequel il avait été préservé, comme si le temps se repliait sur lui-même. Le fluide fonctionnait comme une porte vibratoire temporelle, permettant à l'opérateur de réintégrer un état spirituel déjà vécu. Cela mena au développement de l'officium santi-sanguini, une cérémonie secrète où des instruments rituels étaient consacrés avec du sang vivant et utilisés comme extension consciente de l'opérateur. Ces objets télesmiques développaient des qualités perceptibles, température inhabituelle, vibrations subtiles, voire des réponses intelligentes lorsqu'ils étaient manipulés. Les liens de sang, la toile téléique. Dans les manuscrits les plus secrets de mon ordre, j'enseignais comment créer des liens de sang entre opérateurs. Cela permettait la communication à distance sans mots ni gestes. Ces liens dépassaient la symbolique, ils connectaient les fréquences vibratoires de 2 ou plusieurs magiciens en un réseau actif. Par ce lien, vision, sensations et commandes rituelles pouvaient être partagées, créant une conscience de groupe opérationnel. La procédure nécessite le partage de petites quantités de sang vitalisé, une consécration conjointe par vibration harmonique des noms sacrés.
et un scellement avec un sigil commun fonctionnant comme un nœud énergétique. Les effets sont si puissants que beaucoup cessèrent totalement de parler lors d'opérations complexes, ne s'appuyant que sur la résonance interne du lien. Avertissement. Le sang est une substance dangereuse, non à cause de sa biologie, mais à cause de sa charge spirituelle. Il ne doit jamais être manipulé sans pleine conscience de son état vibratoire. Le sang extrait dans la peur, la colère ou la confusion peut contaminer les objets rituels et engendrer des entités parasites ou déformer la réalité subjective du magicien. Il doit toujours être purifié par le souffle, la vibration et la visualisation avant usage. Le sang est le langage du corps avant les dieux. Là où le mot ne peut atteindre, le sang parle. C'est pourquoi les civilisations anciennes offraient du sang à leur divinité. Mais le magicien moderne ne sacrifie ni animaux ni n'offre à des dieux externes. Il offre sa propre vibration, encodée dans le sang conservé, à la matrice de l'univers. Dans cet acte, le microcosme et le macrocosme fusionnent. Le sang n'est plus sien, ni du corps. Il appartient à l'art, au rituel, au feu qui crée les mondes. Le sang est volonté solidifiée. Le sang est magie liquide. Le sang est une porte. Chapitre 3. Le langage qui déforme la réalité. Résonance logotique, phonématique transformationnelle et sigil sonore. Au commencement était la parole, mais la parole n'était pas parole parlée. C'était une vibration pure, non dite, terrible. Et cette vibration, trouvant forme dans la gorge des dieux, façonna le monde. Quiconque croit que le langage n'est qu'un simple outil de description s'est laissé tromper par les voiles du monde profane. Le langage n'est pas passif. Il ne reflète pas la réalité, il la construit. C'est un mécanisme de vibration, et lorsqu'il est dirigé avec une intention magique, il intervient directement dans la matrice énergétique des plans physiques et subtils. Voici la troisième clé du pouvoir caché, la maîtrise du son comme opérateur vibratoire, l'art de la parole qui ne informe pas, mais transforme. Dans ce chapitre, je dévoilerai 3 outils fondamentaux du langage magique. La résonance logotique, la structure vibratoire du son qui entre en résonance avec les matrices de la réalité. La phonématique transformationnelle, la science de l'altération du plan matériel par des séquences phonétiques précises. Les sigils sonores, des formules verbales conçues pour ouvrir des portails, induire des états altérés ou manifester des conditions spécifiques. Résonance logotique, l'univers comme une matrice sonore. L'univers entier peut être compris comme un réseau vibratoire, une structure de fréquences oscillantes interconnectées. Chaque phénomène physique, émotionnel, mental ou spirituel possède un motif vibratoire unique. Lorsque certaines combinaisons sonores sont prononcées, le magicien peut générer une interférence résonante dans ce réseau, produisant des altérations de la perception, du corps, voire de la probabilité d'événements. À travers mes expérimentations avec des noms barbares d'évocation présents dans d'anciens grimoires et souvent rejetés comme dénués de sens ou corrompus, j'ai découvert que leur pouvoir ne réside pas dans leur sémantique, mais dans leur architecture vibratoire. La répétition correcte ne convoque pas des entités anthropomorphiques, elle réorganise les fréquences internes de l'opérateur, les alignant avec certains axes de pouvoir qui traversent les plans. Ainsi, j'ai formulé l'un de mes principes fondamentaux. Chaque nom de pouvoir est un algorithme acoustique, et chaque algorithme vibratoire modifie le tissu même de l'espace-temps. Pour cette raison, chaque vrai nom magique doit être vibré, pas simplement prononcé. La vibration correcte implique le corps, l'intention, le souffle, la visualisation et la direction énergétique. Chaque chakra, ou centre énergétique dans le corps, répond à des fréquences spécifiques. En activant plusieurs centres par la vibration focalisée, le pratiquant crée une chambre de résonance vivante, une antenne vibratoire qui modifie l'environnement immédiat. Phonématique transformationnelle, l'art de la construction acoustique. Mon étude de la phonétique ésotérique et de certaines doctrines tibétaines m'a conduit à développer un système complet que j'ai nommé phonématique transformationnelle. Ce système affirme que certains phonèmes, combinés dans des séquences spécifiques et émis depuis des centres énergétiques désignés dans le corps, génèrent des ondes capables d'interagir avec des niveaux profonds de la réalité. Chaque phonème est une clé. Chaque séquence est une combinaison de portes.
Lorsque les phonèmes corrects sont arrangés selon un rythme spécifique et vibrés depuis le point adéquat du corps, gorge, plexus, utérus ou centre vide sous le nombril, un alignement planétaire est déclenché, permettant la manifestation ou la transmutation des conditions. Voici quelques exemples de séquences phonématiques que j'ai découvertes par vision astrale et expérimentation. Azri induit l'expansion de la conscience et la perception multidimensionnelle. KMU invoque les énergies de consolidation et de lien. Sona ouvre des portails de communication avec des entités ultraterriennes. IAO, une clé pour la transmutation alchimique. Le principe d'Isis Apopsisio. Chacune de ces formules doit être intonnée, pas simplement lue. L'intonation doit être sphérique, non émanant de la gorge ou du diaphragme, mais de ce que j'appelle le centre vide, situé 2 pouces sous le nombril. Cette technique, appelée par certains tantriques Kunda Esvara, produit une vibration qui semble naître à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du corps simultanément. Ce type de vibration ne modifie pas seulement la conscience du pratiquant, mais peut produire des effets physiques mesurables, changement de température dans la pièce, luminescence autour du corps, ou même perception altérée du temps. Sigil sonore, formule de manifestation. Contrairement aux mantras traditionnels, qui sont répétés pour calmer ou concentrer l'esprit, les sigils sonores sont des formules verbales créées par le magicien pour un but spécifique. Créer une condition, altérer un état, ou ouvrir un portail. Créer un sigil sonore implique 4 étapes. Clarté de l'intention, définir précisément ce que vous souhaitez provoquer ou ouvrir. Codage phonétique, traduire cette intention en une séquence de phonèmes qui résonnent avec la vibration désirée. Rythme et intonation, déterminer le motif rythmique et la fréquence vibratoire. Moment d'activation, le sigil doit être intoné dans un état gnose de conscience altérée, où l'esprit rationnel est suspendu. L'un des sigils sonores que j'ai révélé à mes disciples proches était Znatotru. Cette formule fut conçue pour ouvrir des portails de vision astrale en conjonction avec le tarot de Thoth. Intonée dans un espace scellé à faible lumière, avec respiration synchronisée et visualisation de géométrie tournante, elle permet la perception de structures multidimensionnelles contenant des motifs d'information sur des événements futurs probables. Les sigils sonores ne doivent jamais être utilisés à la légère. Comme le sang, le son porte le pouvoir. Si un sigil est mal activé, il peut fragmenter le champ énergétique de l'opérateur ou ouvrir des canaux indésirables. Le sigil doit être incarné, non récité. Il doit naître du cœur du cas et mourir dans le silence absolu. Exercice d'empowerment sonore. Pour commencer à explorer cette science, je recommande le rituel de base suivant. Une pièce plongée dans l'obscurité complète ou éclairée seulement par une lumière bleue tamisée. S'asseoir dans une posture ferme et ancrée. Respirer profondément pendant 9 minutes en visualisant une spirale dorée tournant dans le plexus solaire. Intonner le phonème Alphonmar en une seule inspiration prolongée, laissant la vibration parcourir la colonne vertébrale. Puis intonner Alzalo, laissant le son naître du centre sous le nombril et résonner dans tout le torse. Répétez pour cet cycle complet. Observez les altérations de votre perception auditive, visuelle ou temporelle. Cet exercice ouvre le corps énergétique à la perception de l'architecture vibratoire de l'espace. Avec la pratique, vous percevrez comment certains sons modifient littéralement la densité de votre environnement. La parole comme magie. Chaque vrai magicien doit comprendre ceci. Le langage rituel ne décrit pas ce qui est, il crée ce qui sera. C'est l'alchimie de la parole, la résurrection du logo dans la gorge de l'initié. Quand vous prononcez un nom de pouvoir, vous ne nommez pas un être, vous activez un champ de force qui répond à cette séquence acoustique. C'est pourquoi, dans Magiquin, théorie et pratique, j'ai affirmé. Une erreur dans la prononciation rituelle n'est pas seulement une faute technique, c'est une déviation énergétique qui peut détourner l'opération vers une manifestation non désirée. Parlez avec précision. Vibrez avec intention. Intonnez avec tout votre être. Que chaque syllabe qui s'échappe de vos lèvres soit un décret de l'âme. Le son est la plume. L'air est le parchemin. La vibration est le commandement. L'univers écoute et obéit. Chapitre 4. La véritable volonté et la rivière souterraine.
La différence entre le désir personnel et le courant quantique de manifestation. Ne confondez pas ce que vous voulez avec ce que vous êtes. La véritable volonté ne supplie pas, ne mendie pas, ne se justifie pas. Elle coule comme une rivière secrète sous les pierres de la conscience. Au centre même de toutes les opérations magiques, au-delà des cercles, pentacles et invocations, réside une force silencieuse et absolue, la véritable volonté. Je ne parle pas d'un caprice ni d'un désir mental déguisé en but. Je parle de ce courant souterrain d'intention qui ne dépend ni de la logique, ni de la morale, ni des impulsions de l'ego. C'est la ligne droite de feu qui relie l'étoile du magicien à la structure même de l'univers. La plus tragique erreur du novice est de croire que ses désirs personnels sont sa véritable volonté. Cette confusion conduit la plupart à la frustration spirituelle, à l'échec magique, dans de nombreux cas, à la folie symbolique, la dissociation interne où le moi superficiel prétend être roi, ignorant qu'il n'est qu'un mendiant devant le trône de l'être. Qu'est-ce que la véritable volonté? La véritable volonté est une fonction de l'âme, non de la personnalité. Elle ne naît pas de l'esprit rationnel, des émotions passagères, ni des blessures de l'enfance. Elle est antérieure à la pensée, au moins, même à l'incarnation. C'est la ligne cachée qui trace le mouvement unique de chaque être dans le grand dessein. Dans Magie sans larmes, je l'ai exprimé ainsi, la véritable volonté est la rivière souterraine qui coule imperceptiblement sous la surface du sol de notre conscience ordinaire. La personnalité désire, l'âme sait, et ce savoir s'exprime comme une action inévitable. Là où la véritable volonté s'active, il n'y a ni effort, ni doute, ni conflit. Tout s'aligne, non par manipulation, mais par résonance. Désir personnel vs courant de manifestation. Le désir personnel est comme une lueur volatile. Il s'enflamme rapidement, consomme l'oxygène et s'éteint au moindre souffle. Il est composé de fragments, impulsions biologiques, conditionnements sociaux, blessures émotionnelles, aspirations illusoires. La véritable volonté, en revanche, est un flux constant, sans origine visible. Elle ne brûle pas, elle pousse comme l'eau. Elle ne s'obsède pas sur des objectifs spécifiques. Elle avance sans interruption, même si vous ne comprenez pas sa trajectoire. Le désir personnel vous fait dire « je veux ceci ». La véritable volonté agit simplement. Ceci est fait à travers moi. Une opération magique basée sur le désir personnel génère distorsion, épuisement et rarement des résultats. Une opération soutenue par la véritable volonté génère synchronicité, fluidité et alignement quantique. Découvrir le courant. Lors de ma retraite au prieuré de Normandie en 1918, j'ai développé l'Okidamla, une cartographie volitionnelle, une méthode pour suivre le courant caché de la volonté en soi. Ce travail n'était pas théorique. Il impliquait de détruire couche après couche d'illusions jusqu'à ce qu'il ne reste plus un moi désirant, mais une présence qui se déplace d'elle-même. Ce processus exige d'abandonner l'intellect comme centre directeur. La véritable volonté n'est pas une pensée, elle se détecte par ses effets. Lorsque vous y entrez, le temps se dilate ou disparaît. Les actions coulent sans friction ni doute. Le corps répond avec une énergie renouvelée, même après des jours d'effort. Ressources, personnes et circonstances apparaissent, parfaitement alignées sans planification. Ce n'est pas un miracle, c'est l'alignement quantique. La science de l'annihilation. Pour accéder à la véritable volonté, j'ai conçu une série de pratiques que j'ai appelées la science de l'annihilation. Cette science n'est pas une métaphore. Elle implique la désactivation temporaire de l'ego ordinaire, le moi narratif, l'opérateur illusoire qui croit contrôler. Technique de base, le vide actif. Dans un espace libre de distraction, entrez dans un état profond de calme. Arrêtez toute image, tous mots, tous désirs. Restez seulement avec la présence nue. Ne cherchez rien. N'attendez rien. Observez simplement ce qui surgit sans jugement. Quand un courant d'impulsion surgit sans justification mentale, suivez-le sans question. Notez ce qui se passe. Si l'action coule sans résistance et produit des résultats cohérents, vous avez touché la rivière. Cet exercice peut durer des semaines, voire des mois, mais une fois atteint, vous ne l'oubliez jamais. C'est comme s'éveiller à un autre niveau de vous-même, où tout ce que vous faites a un but sans avoir besoin de l'expliquer.
Effet d'agir depuis la véritable volonté. Lorsque vous agissez aligné avec votre véritable courant, des phénomènes défiant toute logique se produisent. Des projets complexes se résolvent sans effort. Les résistances externes disparaissent comme par magie. Des personnes clés apparaissent sans être cherchées. Les erreurs se transforment en percées inattendues. Le hasard devient un collaborateur volontaire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous avez cessé de lutter contre la rivière et commencé à couler avec son cours. Dans des documents privés de là, réunis sous le nom de travail voix absolue, des phénomènes stupéfiants furent enregistrés, objets se déplaçant sans contact, communication simultanée entre personnes éloignées, présence lumineuse accompagnant des actions décisives, guérison spontanée et manifestation immédiate. Ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des effets d'agir comme un canal pur pour une volonté qui n'est pas la vôtre, mais qui se manifeste à travers vous quand vous cessez de l'interrompre. Erreur courante, confondre volonté et caprice. Un des dangers pour le magicien inexpérimenté est de déclarer que son désir est sa véritable volonté. C'est comme confondre l'écume avec l'océan. C'est pourquoi j'ai écrit dans Véritable volonté. Le magicien qui confond sa volonté personnelle avec la véritable volonté est comme un marin qui prend les vagues superficielles pour les courants profonds. Il sera entraîné vers les récifs en célébrant ses progrès apparents. Le processus de découverte exige discipline, silence et destruction symbolique du moi superficiel. Cela s'accomplit par des pratiques comme Enoic Swing, une oscillation méditative entre le vide et la concentration totale. Le journal d'investissement, enregistrer les actions spontanées et analyser leur cohérence vibratoire, et le jeûne d'intention, ne pas agir selon ses désirs durant des cycles de 7, 11 ou 13 jours. Signe que vous avez touché le courant. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire. L'environnement s'organise pour le permettre. Vous le faites même si vous ne le souhaitez pas, et cela vous apporte la paix. L'énergie coule en vous, non de vous. Parfois, vous avez même peur parce que tout se passe plus parfaitement que prévu. L'effet spirituel. Vivre selon la véritable volonté n'est pas un chemin vers le confort, mais vers l'intégrité essentielle. Le monde peut vous opposer, les formes peuvent s'effondrer, mais vous savez que tout est juste parce que vous êtes en alignement. Il n'y a pas de plus grande protection que celle-ci. Il n'y a pas de plus grand pouvoir. Il n'y a pas de plus grande magie. La véritable volonté ne s'impose pas. Elle se manifeste. Elle n'est pas cherchée, elle est découverte. Elle n'est pas possédée. Elle est simplement. Chapitre 5. États liminaux, seuil de pouvoir. Plaisir et douleur, éveil et sommeil comme portail magique. Ne cherche pas l'éternel dans ce qui est fixe. L'éternel se cache dans le transitoire, le repos dans le moment de transition. Le sein n'est pas un lieu, c'est le mouvement secret entre les mondes. Tout rituel qui cherche à ouvrir les sceaux du pouvoir sans franchir les seuils échoue. Toute opération magique efficace se déroule non pas aux extrêmes, mais entre eux. Le secret ne réside ni dans l'éveil, ni dans le sommeil, ni dans le plaisir, ni dans la douleur, ni dans l'inspiration, ni dans l'expiration, mais dans le moment de transition entre chacun. Ces états intermédiaires, que j'appelle états liminaux, sont des fissures ontologiques, des craquelures dans l'architecture habituelle de la conscience à travers lesquelles la force supramentale peut pénétrer. La cinquième clé magique révèle le pouvoir de ces espaces transitoires où la conscience devient fluide et la réalité malléable. Celui qui les maîtrise accède à des plans de manifestation inaccessibles depuis des états stables. Ce chapitre est donc une cartographie de l'invisible, une carte des seuils pour le magicien qui n'a pas peur de perdre pied. Qu'est-ce qu'un état liminal? Un état liminal est un état transitionnel de conscience, un moment d'instabilité ou de déconstruction où les filtres normaux de perception sont temporairement suspendus. Dans cet interstice bref, un portail s'ouvre vers des réalités parallèles, des entités transdimensionnelles ou des formes subtiles de connaissance. Le mot liminal vient du latin limen, signifiant seuil. Ce n'est ni une fin, ni un commencement. C'est le bord vibrant où les deux fusionnent. Au seuil, tu n'es ni toi, ni un autre, ni ici, ni là. Tu es pure transition. Lors de mes expériences les plus profondes, j'ai découvert que ces états sont les seuls moments où la réalité peut être altérée sans résistance. L'univers,
comme le corps humain, possèdent des portes qui ne s'ouvrent qu'à des moments spécifiques. Tenter de les forcer depuis la rigidité est vain. Il faut apprendre à s'arrêter au moment du changement. Type d'états liminaux. J'ai catalogué plusieurs types de seuils magiques. Voici les plus opératifs. Entre l'éveil et le sommeil. Le seuil hypnagogique est l'un des plus fertiles. Il se manifeste comme une nébuleuse entre la conscience rationnelle et l'inconscient profond. Ici, vision, voix, symboles sont reçus et on accède à la zone de création tellurique. Dans cet état, j'ai composé les invocations du Libère et reçu des révélations des seigneurs de l'abîme. Exercice. Allongé, reste conscient alors que ton corps s'endort. Visualise une porte noire. Regarde-la jusqu'à ce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Entre. Note ce que tu vois sans intervenir. Entre plaisir et douleur. Au point de tension physique maximale, par relaxation ou souffrance contrôlée, la conscience abandonne sa configuration habituelle. Dans ce passage, ce que les tantriques appellent samadhi du bord survient. Un état de conscience élargi qui n'est ni extase ni agonie, mais l'union qui transcende les deux. Dans des rituels avancés de magie sexuelle, j'ai appris à concentrer l'intention magique juste avant le climax, de sorte que l'énergie soit dirigée non vers le corps, mais vers le plan subtil. Cela exige une discipline de fer et un vide complet du désir personnel. Attention, ne franchis jamais ce seuil sans un but clair. Il peut ouvrir des mémoires karmiques ou activer des circuits d'énergie instables s'il est franchi sans guidance ou entraînement. Entre inspiration et expiration. C'est le seuil du souffle, le plus bref, mais le plus fréquent. Chaque respiration contient deux vides, le moment après l'inspiration et avant l'expiration, et vice-versa. À ces instants, le temps s'arrête et une intention vibratoire peut être insérée. Exercice de base. Pendant la pratique du pranayama, maintiens ta conscience dans l'espace entre chaque cycle. À cet instant, vibre mentalement ton sigil sonore ou le nom de ton objectif magique. Avec le temps, cette pratique ancre la volonté dans le rythme cosmique. Entre la pensée et le silence. Lorsque l'esprit cesse de penser un instant, et avant de tomber dans le vide méditatif, il y a un état de conscience pur sans forme. Dans cet espace, tu peux t'observer de l'extérieur du soi. C'est l'état que j'ai utilisé pour composer les passages les plus visionnaires de Division and the Boys. Le rituel de la lance et de la coupe. Une des pratiques les plus avancées que j'ai conçues pour activer volontairement les états liminaux est le rituel de la lance et de la coupe. Son but est de générer un état simultané d'excitation maximale et de calme absolu, activant ainsi un troisième état émerge qui n'est pas la somme des deux mais leur reconfiguration. Éléments. Une coupe d'argent consacrée avec de l'eau lunaire, une lance rituelle magnétisée avec du sang solaire, un mantra vibrant depuis le centre du ventre, Photalinek. Procédure. L'opérateur se place entre les symboles opposés. Initie une double respiration, l'une pour exciter le système nerveux, l'autre pour le détendre. Alterne tension et relaxation pendant 49 cycles. Au moment où les deux états se stabilisent, unis la lance et la coupe en chantant le mantra. Reste immobile. Ce qui se produit ensuite n'est pas de ce monde. État liminaux collectif. Il existe non seulement des seuils individuels, mais aussi collectifs. Ce sont des moments où une société entière entre en transition guerre, pandémie, éclipse, révolution. Pendant ces événements, la réalité consensuelle s'affaiblit et il devient plus facile d'insérer de nouvelles structures magiques. Lors de l'équinoxe de printemps de 1904, le monde a franchi un seuil invisible. À ce portail, le livre de la loi m'est descendu, dicté depuis des plans qui ne s'ouvrent que dans des moments de déconstruction globale. Ce livre n'aurait pu être écrit en temps de stabilité. Ce fut un acte liminal de création, né entre la fin d'une ère et le commencement d'une autre. Érotoliminalité. Le pouvoir dans le climax suspendu. Parmi les secrets les mieux gardés de la figure la science de l'érotoliminalité, l'usage rituel du seuil sexuel. Dans celui-ci, le moment juste avant l'orgasme devient une porte vers des plans hypersubtils s'il est maintenu sans franchissement. Technique de base. Excitation sexuelle intense, sans libération. Arrêt du souffle, regard fixé sur le sigil. Projection de l'intention magique au sommet du désir.
Transmutation de l'énergie accumulée vers un objet ou une visualisation. Cette opération permet d'imprimer des états de conscience dans des talismans, de charger des liens énergétiques ou d'ouvrir la perception spirituelle avec une clarté extrême. Reconfiguration du magicien. Maîtriser les seuils transforme le magicien. Sa conscience devient poreuse, plastique, omnidirectionnelle. Il peut entrer et sortir d'états modifiés sans déconstruction. Il peut marcher entre les réalités sans fragmentation. Il devient un pont vivant. Souviens-toi, le seuil est l'autel de la création. Il n'y a ni règle, ni forme, ni langage, seulement la présence absolue, la vibration pure, la possibilité infinie. Le tonnerre n'est ni dans le ciel, ni sur la terre, mais à l'instant où les deux se touchent. Tu es cet instant si tu apprends à habiter le seuil. Chapitre 6. Égrégore et l'ingénierie des entités psychiques. Conception, nourrissage et utilisation des intelligences collectives. Tous les dieux n'ont pas été créés à l'aube du temps. Certains naissent lorsque suffisamment d'hommes croient, désirent, craignent ou aiment la même idée. Beaucoup d'anciens magiciens adoraient ce qu'ils ne comprenaient jamais vraiment. Ils pensaient invoquer des dieux éternels, alors qu'en réalité, ils nourrissaient des entités nées de l'esprit collectif de l'humanité. Ces êtres, bien que non humains, ne sont pas non plus divins au sens transcendant. Ce sont ce que je définis dans mon système comme des égrégores, des entités psychiques semi-autonomes créées par l'énergie concentrée de groupes humains. Ces êtres sont capables de survivre, d'influencer et même de se manifester dans des plans subtils d'existence. Ce chapitre révèle la 6e clé de la maîtrise magique, l'ingénierie égrégorique. Cette science permet aux praticiens de créer, nourrir, programmer et utiliser consciemment ces champs d'intelligence collective à des fins spécifiques. Des égrégores bien conçus peuvent agir comme serviteurs intelligents, gardiens psychiques, catalyseurs d'événements, ou même comme influence archétypale dans la sphère sociale. Il n'existe aucune religion, entreprise, nation ou mouvement idéologique qui ne soit, en essence, un égrégore vivant. Qu'est-ce qu'un égrégore? Le mot égrégore dérive du grec égrégoroi, signifiant « les veilleurs ». Dans ma formulation, un égrégore est une matrice énergétique de conscience collective ayant atteint une masse critique, lui permettant d'opérer indépendamment de la volonté consciente de ses créateurs. Un égrégore commence comme une idée, une émotion ou un symbole partagé, et, avec le temps, se cristallise en une forme énergétique cohérente capable d'influencer ses dévots, de se répliquer symboliquement et de défendre son existence comme un organisme vivant. Genèse, la naissance d'un égrégore. Chaque égrégore naît lorsque 3 conditions fondamentales sont réunies. Concentration énergétique soutenue par la croyance, l'émotion, le rituel, la répétition. Un focus symbolique commun à un nom, une image, une idéologie ou un archétype. Un canal psychique de liaison, un groupe, un réseau, un culte ou une communauté émotionnelle. Lorsque plusieurs individus dirigent leur attention émotionnelle et intellectuelle vers la même construction symbolique, un champ de résonance se forme, attirant l'énergie vibratoire des plans astraux. Ce champ commence à se condenser, à se structurer, et finit par se manifester comme une entité dotée de sa propre identité. Exemples historiques. Jéhovah, Bouddha, Allah, égrégore déifié issu du champ archétypal et façonné par les cultures et doctrines. Nazisme, christianisme, communisme, égrégores idéologiques à l'échelle planétaire. Marque, célébrité, icône culturelle, égrégore moderne nourri par le désir, l'attention et la répétition symbolique. Ingénierie télémique, création consciente. Contrairement aux égrégores spontanés, le magicien télémique apprend à créer des égrégores délibérément, selon des règles précises. C'est ce que j'appelle l'ingénierie télémique, la science magique de la construction psycho-énergétique. Processus opérationnel. Définir la fonction. Quel sera le but de l'égrégore? Protection, guidance, influence, attraction, combat astral. Concevoir le symbole central, créer un sigil, un nom ou une image qui incarne sa fonction. Ce symbole servira de nœud pour la condensation d'énergie. Visualisation synchronisée de groupe par des rituels coordonnés, le groupe doit nourrir le symbole d'émotion, de volonté et de représentation astrale.
Ancrage matériel, lier l'égrégore à un objet physique, statut, talisman, totem, livre ou emblème qui servira de port d'accès énergétique. Programmation éthique et limites d'action. Chaque entité créée doit avoir des limites claires. Sans cela, elle peut devenir parasite ou incontrôlable. Nourrissage périodique, par des rituels, des offrandes symboliques, des répétitions vibratoires ou des actions qui renforcent son existence. Exemple, serviteur de protection télémique. Nom, Zarmak. Fonction, bouclier astral contre attaque psychique ou influence négative. Sigil, un triangle dans un cercle noir, traversé par 3 lignes ondulées. Ancrage, une bague consacrée sous une nouvelle lune. Lien, chaque fois que l'opérateur se sent vulnérable, il touche la bague et murmure le nom. Nourrissage, une goutte de sang tous les 49 jours sur la bague pendant la méditation. Cycle de vie d'un égrégore. Chaque égrégore passe par 3 phases. Naissance nécessite une énergie constante. Il est fragile comme une larve astrale. S'il n'est pas nourri, il meurt. Autonomie, une fois consolidé, il peut se soutenir en puisant dans le champ psychique collectif. Ici, il devient vraiment utile ou dangereux. Déclin ou transmutation, si l'attention est retirée ou que son but n'est plus servi, l'égrégore s'affaiblit, se fragmente ou mute en une forme dégénérée. Certains, en décomposition, peuvent devenir parasites. Avertissement et précaution. Ne jamais créer un égrégore sans fonction spécifique. Ne jamais oublier votre lien avec lui. Ne jamais détruire son symbole sans rituel de dissolution. Ne jamais laisser un égrégore vous utiliser. Vous êtes son architecte. Dans certains cas, certains opérateurs deviennent obsédés par leurs égrégores, leur offrant une dévotion et une énergie au-delà de ce qui est nécessaire. Cela crée une dépendance vibratoire et peut conduire à une possession partielle ou à des perturbations dans le champ aurique. Pour cette raison, chaque égrégore doit avoir un mot de dissolution, un code final qui le réduit à son état élémentaire. Dans mes rituels les plus complexes, cela s'exprimait ainsi. Péri par ma volonté, retourne au vide, par le monde du silence. Égrégore planétaire. Religion, idéologie et culture sont des égrégores planétaires. Ces entités possèdent assez de pouvoir pour influencer des masses humaines entières. Elles se disputent le territoire psychique, utilisant symboles, récits et rituels comme mécanisme d'expansion. Dans De Creatio Egregorum, mon manuscrit secret, j'ai écrit « Les plus grands égrégores chevauchent leurs dévots. Ils ne servent pas, ils consomment. Ce sont des bêtes affamées d'adoration, de foi et de peur. Seul l'initié peut chevaucher la bête sans être dévoré. Le magicien qui maîtrise cette science peut intervenir dans l'inconscient collectif, implanter des archétypes, rediriger des énergies massives et activer des transformations culturelles. Application pratique de l'égrégore. Protection énergétique, création de serviteurs qui nettoient, protègent et stabilisent le champ aurique. Attraction des opportunités, égrégore conçu pour aligner les circonstances favorables, renforcer l'intuition et ouvrir des voies. Transformation intérieure, création de figures symboliques représentant des aspects supérieurs du soi, agissant comme guide ou catalyseur. Travail collectif, lors de rituels de groupe, un égrégore peut servir de centre coordonnateur des volontés individuelles, amplifiant leurs effets. Oui, vous pouvez aussi créer un Dieu. Mais souvenez-vous, le Dieu que vous créez vous observe aussi. Et si vous oubliez que vous l'avez fait, il prendra votre nom et fera de vous son serviteur. Chapitre 7. La projection astrale comme science d'intervention. Corps fonctionnel. Extériorisation du cas voyage à travers le temps non linéaire. Le corps physique est un masque. La conscience en est le dramaturge. Le corps astral est l'acteur qui traverse des scènes sans porte. Le rêve profane, l'évasion mystique et l'intervention des magiciens. Telle est l'essence de la projection astrale, telle que je l'ai enseignée au sein des cercles intérieurs de l'A, et telle que je l'ai pratiquée lors de mes opérations dans les déserts d'Algérie, les vallées d'Écosse et les salles obscures des temples égyptiens. Le voyage astral n'est ni une fantaisie spiritualiste, ni un loisir pour les passionnés d'ésotérisme. C'est une technologie de la conscience appliquée, un outil pour explorer, manipuler et transformer les plans subtils, par résonance, le domaine physique. Dans ce chapitre,
je révélerai les fondements cachés et opératifs de la science de la projection, incluant la création des corps fonctionnels, l'extériorisation du cas, le noyau conscient projeté et les voyages à travers les vecteurs temporels non linéaires. Le praticien maîtrisant ces techniques ne traversera pas seulement des mondes invisibles, mais modifiera des structures énergétiques, influencera des événements et recevra des révélations précises au-delà des limites ordinaires du corps et du temps. Qu'est-ce que le corps astral? Le corps astral n'est pas une réplique fantomatique de la forme physique, comme certains le croient. C'est une structure multidimensionnelle d'énergie organisée qui sert de véhicule à la perception, à l'action et à l'interaction dans des plans non matériels. Sa forme n'est pas fixe, il peut adopter différentes configurations selon l'opération, la fréquence ou l'intention. Pendant des années, je croyais que le corps astral était une seule enveloppe subtile. Mais dans mes voyages les plus profonds, j'ai découvert qu'il est constitué de couches, chacune résonnant avec différentes fréquences vibratoires et réalités parallèles. Par des exercices spécifiques, le magicien peut isoler, configurer et projeter ces couches à des fins particulières. Corps fonctionnel, outils spécialisés. Le concept de corps fonctionnel implique que le praticien crée ou configure un corps astral spécialisé, adapté à une opération précise. Cela requiert définir l'objectif, recueillir des informations, interagir avec des entités ou effectuer des interventions énergétiques. Sélectionner la fréquence vibratoire appropriée en utilisant couleurs, sons, symboles et émotions. Modéliser visuellement le corps fonctionnel, forme animale, géométrique, anthropomorphe, etc. Le charger avec le cas, l'étincelle consciente de l'opérateur qui anime le corps projeté. Lors d'un rituel de vision profonde au Mont Bouada, j'ai conçu un corps fonctionnel sous la forme d'un serpent ailé pour descendre à travers des corridors éthériques denses où une forme humanoïde se fragmentait. Les informations recueillies lors de cette descente furent si précises que j'ai pu prédire le contenu symbolique du livre de Thoth avant sa conception formelle. Extériorisation du cas. Le cas est le noyau conscient opératif du soi, le centre énergétique qui n'est ni esprit, ni corps, ni âme, mais la fonction même de la volonté et de la perception. Dans la projection classique, le cas reste ancré au corps physique via un cordon d'argent. Cependant, dans les techniques avancées, le cas peut être entièrement extériorisé, animant un corps subtil sans lien constant avec le physique. Cela permet une action autonome prolongée dans d'autres plans, des opérations conjointes avec d'autres praticiens dans des dimensions partagées et une duplication fonctionnelle, où le corps physique continue d'exécuter des tâches simples tandis que l'opérateur agit sur un autre plan. Cette pratique nécessite des exercices d'isolement perceptif, une concentration sur le vide et une maîtrise absolue de la peur de perdre son identité. Sans ces conditions, le praticien peut subir désorientation, autofragmentation ou retour désordonné perturbant le champ énergétique physique. Technique de projection contrôlée. Préparation de l'espace, obscurité absolue, silence, présence d'un symbole guide, carte de tarot, sigil personnel, etc. Relaxation du corps physique, respiration rythmée et visualisation d'une dissolution progressive. Construction du corps astral, des pieds à la tête, visualiser une forme lumineuse superposée à la vôtre, vibrant d'énergie. Transfert du cas, focaliser toute l'attention, la volonté et le sens de soi en un point entre les sourcils. De là, projeter ce point dans le corps astral. Séparation, se sentir s'élever ou glisser hors du corps physique. Ne pas avoir peur. Ne pas analyser. Avancer. Navigation, suivre le symbole guide vers la réalité désirée. Vérification et confirmation. La science de la projection que j'ai développée ne repose pas sur la foi, mais sur une validation empirique. Des praticiens avancés de là ont réalisé des expériences croisées, projections simultanées vers une cible commune avec vérification écrite a posteriori, sans communication préalable. Des voyages astro-supervisés ont été conduits où l'un projetait et l'autre, en état d'éveil, décrivait les changements énergétiques dans l'environnement. L'observation à distance d'objets cachés a produit des résultats reproductibles. Ces expériences ont confirmé que la projection astrale correctement exécutée donne accès à des informations inaccessibles par des moyens ordinaires. Voyage temporel non linéaire. Le temps, tel que nous le connaissons,
est une fiction perceptuelle soutenue par le corps physique. Une fois hors de ce véhicule, le cas peut voyager non seulement dans l'espace astral, mais aussi le long de vecteurs temporels parallèles, comprenant événements passés à forte résonance émotionnelle, futurs probables basés sur des lignes de manifestation actives, réalités alternatives où l'opérateur peut observer des versions de lui-même sur différents chemins existentiels. Lors de l'opération abyssale, j'ai voyagé dans une ligne temporelle où l'humanité avait collectivement éveillé sa conscience magique. J'y ai observé leur structure sociale, rituels partagés et technologies vibratoires. Ces observations ont été consignées dans mes journaux du Soleil Noir, inédits jusqu'à présent. Prudence. L'exploration temporelle peut provoquer des effets éco-vibratoires sur le champ aurique. Le praticien peut éprouver confusion, déplacement temporel ou perception croisée s'il ne se réintègre pas correctement. Pour cette raison, chaque opération doit se terminer par un rituel de réintégration, où le corps astral est visualisé comme étant réabsorbé par le crâne et ancré dans le cœur. Action à distance. Une des applications les plus extraordinaires du corps astral est sa capacité à intervenir sur la matière sans contact physique. Par le corps projeté, l'opérateur peut induire des sensations chez autrui, chaleur, froid, pression, émotion. Manipuler subtilement des objets physiques dans des conditions énergétiques à haute densité. Interférer avec des événements en déviant leur cours vibratoire sur le plan causal. Cela a été documenté dans plusieurs opérations sous le titre Corpus Obscura, où nous avons influencé avec succès des trajectoires d'événements spécifiques via des actions astrales synchronisées en RP. Le double autonome. À des niveaux plus avancés, l'opérateur peut créer un double astral semi-permanent, programmé pour exécuter des fonctions spécifiques en son absence consciente. Ce double peut effectuer une surveillance astrale, envoyer des avertissements symboliques durant le sommeil, agir comme émissaire ou gardien. La technique la plus avancée est l'incorporation réciproque, où deux magiciens échangent partiellement leurs corps astraux, créant une fusion temporaire de conscience. Ceci ne doit être fait qu'avec une confiance absolue et une préparation rigoureuse, car une fusion partielle peut brouiller les frontières identitaires si elle n'est pas correctement inversée. Couche du corps astral. J'ai identifié 7 couches vibratoires du corps astral, chacune accordée à un plan différent. Physique énergétique, contact avec la matière et vitalité corporelle. Émotionnelle réceptive, plan de rêve, forme de pensée, larve. Symbolique mentale, forme d'idée, archétype, entité conceptuelle. Causal, schéma de probabilité, karma actif. Temporel, ligne temporelle, vecteur futur et passé. Archétypal, intelligence supra-individuelle. Noétique, plan du noyau informe. Le magicien avancé peut projeter sélectivement une ou plusieurs couches, maintenant les autres ancrées au corps physique pour préserver l'équilibre. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton esprit. Tu es l'opérateur caché qui peut entrer et sortir des deux, si tu apprends à marcher fermement entre les voiles. Chapitre 8. Le rituel de la convergence polarisée. Invocation jumelle, dualité fusionnée, et le rituel des 2 tours. La vérité ne réside ni dans l'un, ni dans l'autre, mais dans la flamme qui naît lorsque les deux s'embrassent dans le vide. Toute force isolée est une illusion. Toute dualité fusionnée, un pouvoir. Dans la quête de l'absolu, le magicien fait face à l'énigme la plus ancienne, la dualité. Lumière et ombre, masculin et féminin, création et destruction, ange et démon, forme et chaos. Toutes les traditions ont tenté de résoudre cette dichotomie, certaines en favorisant un pôle, d'autres en supprimant l'opposé. Mais la véritable magie, celle qui transforme, qui ouvre des portes et transmute l'âme, ne choisit pas. Elle unit. Dans ce chapitre, je révèle le cœur de la haute magie opérative que j'ai développée dans mes rituels les plus puissants, la convergence polarisée. Ce principe n'est pas simplement une philosophie, mais un modèle technique d'invocation simultanée, un art par lequel le magicien incarne 2 archétypes opposés à la fois, et par cette tension contrôlée génère une troisième force émergente qui n'existait pas dans le plan d'origine. Ce courant alchimique est la clé de la création magique authentique. Le principe opératif, l'union des opposés. Dans toutes mes expériences rituelles,
J'ai observé que l'utilisation d'un seul courant solaire ou lunaire, actif ou passif, supérieur ou inférieur, produisait des résultats incomplets ou instables. Les invocations ne gagnaient en puissance que lorsqu'elles incluaient une tension polaire équilibrée. De là est née la technique de l'invocation double, puis la construction du rituel des 2 tours, l'aboutissement de ce principe. Toute force magique, comme dans le signum de Polaritate Mysteriorum, se manifeste sous 2 aspects. Le pôle solaire actif, projectif, formateur lié au logo, au feu et à la forme. Le pôle lunaire, réceptif, chaotique, dissolvant, connecté à l'abîme, à l'eau et à la matrice. Le véritable opérateur n'invoque pas l'un pour dominer l'autre, mais construit un champ où les 2 s'entrelacent sans s'annuler. Dans cette fusion contrôlée, un nouvel espace vibratoire est généré, un plan intermédiaire où les lois de la physique ordinaire ne s'appliquent plus. L'invocation double. Une invocation double est celle où l'opérateur appelle simultanément 2 archétypes opposés, non pas pour les faire combattre, mais pour les laisser coexister comme aspects complémentaires. Cette technique exige un haut degré de contrôle émotionnel, mental et physique, car la tension interne peut produire le désordre si elle n'est pas intégrée correctement. Un exemple classique, l'invocation de Babalon et Choronzon. Babalon, la matrice scellée, la porte de l'incarnation, la femme écarlate. Choronzon, le disperseur, le masque de l'abîme, l'ego fragmenté. Invoqués ensemble, ils permettent à l'opérateur d'incarner la puissance de la forme sans s'y faire dévorer et de descendre dans l'abîme sans s'y dissoudre. Dans mes rituels avancés, j'ai appris à invoquer simultanément une entité lumineuse et son reflet sombre. Ce faisant, j'ai généré une passerelle entre les mondes, un passage par lequel je pouvais recevoir des informations directes des plans liminaux sans perdre la cohérence vibratoire. Le rituel des 2 tours. Cette opération rituelle était le cœur de nombreuses de mes pratiques les plus extrêmes, y compris celles qui ont mené à la réception du Liber Albelgi. Le rituel consiste à ériger astralement 2 structures opposées, à les habiter consciemment, puis à les fusionner par un acte vibratoire précis. Éléments nécessaires. Un espace configuré en forme de Vesica Piscis, l'intersection de 2 cercles. Des symboles opposés, le pentagramme, force, et l'hexagramme, harmonie, ou le soleil et la lune. Un nom de puissance biphasique, comme Babalonézabu. Un instrument de convergence, un miroir noir, une pierre polaire, ou un sigil biphasique. Procédure rituelle. Construction astrale des tours. Visualisez à votre gauche une tour lunaire noire faite de symboles représentant le chaos, la dissolution et la réceptivité. À votre droite, une tour solaire blanche ou dorée, active et remplie de symboles d'ordre, de direction et d'expansion. Projection de la conscience. Alternez votre perception entre l'une et l'autre tour. Habitez-les toutes les 2. Permettez à votre champ énergétique de se polariser, sans perdre le sens. Intonation de la formule convergente. Faites vibrer le nom fermé choisi depuis le centre de votre corps, Punto de Rara. À chaque intonation, visualisez des rayons d'énergie coulant des 2 tours vers votre colonne vertébrale. Fusion des tours. Visualisez les 2 tours commençant à se superposer, tournant lentement l'une vers l'autre. Au centre de leur intersection naît un 3e pilier de lumière sombre, l'axe de la création magique. Entrez dans le vide fertile. Abandonnez les 2 formes. Restez au point où elles se dissolvent. Dans cet espace, formulez ce que vous désirez manifester ou recevez la vision qui vous est accordée. L'état de simultanéité vision stéréoscopique. Maîtriser ce rite développe ce que j'appelle la vision stéréoscopique, la capacité de voir, ressentir et opérer dans 2 polarités à la fois. Le magicien doté de cette vision ne voit pas la lumière ou l'obscurité, mais la vibration qui donne forme aux 2. De cette conscience, on peut créer avec la destruction incluse, guérir avec un poison ciblé, protéger en attaquant vibratoirement, aimer avec une fureur transfiguratrice. Cette vision s'active aussi hors rituel, permettant de percevoir la double nature de chaque expérience, symbole, personne. Application de la convergence polarisée. Homotransmutation interne. Elle permet d'affronter et d'absorber des aspects refoulés ou rejetés du soi, les transformant en énergie créative.
Invocation d'entités complexes. Certaines intelligences supérieures ne se manifestent que dans des champs polarisés. Elles exigent que l'opérateur maintienne la tension sans effondrement. Réactivation des portails temporels. L'intersection des opposés peut altérer la perception du temps, facilitant la rétrocognition ou la prémonition. Création de sigils biphasiques. Comme je l'enseignais dans le Liber CM13, les sigils contenant des structures contradictoires, courbes et angles, feu et eau, ont un pouvoir amplifié s'ils sont activés depuis le centre polaire. Précaution. N'essayez jamais ce rite sans maîtrise émotionnelle. Tenir la tension des opposés peut provoquer des fractures si l'ego n'est pas stabilisé. Ne vous identifiez à aucune polarité. Vous êtes le canal, pas le contenu. L'identification à un pôle brise l'équilibre et ferme le portail. Revenez toujours au centre. Concluez le rite en réabsorbant les deux forces dans le cœur, sinon une charge polaire active peut rester, déformant votre champ énergétique. Épilogue du rituel. Le rituel des 2 tours n'est pas un exercice symbolique. C'est une architecture vibratoire qui modifie la réalité de l'opérateur. J'ai vu comment, après l'avoir accompli, un homme ordinaire devient un avatar de la force. J'ai vu des portes s'ouvrir, des messages descendre, des corps vibrer avec le pouvoir de mondes inexprimés. Au plus haut point, la convergence polarisée révèle à l'opérateur ce qu'il a toujours été. La charnière entre les mondes. L'axe du retour éternel. Le feu noir du vide fécond. Là où le soleil et la lune s'entrechoquent, l'étoile naît. Vous êtes cette étoile, si vous pouvez soutenir la danse de l'éclair et de l'abîme. Chapitre 9. La grammaire transformationnelle du mage. Structure linguistique non humaine. Le langage en tant qu'opérateur vibratoire. Les mots ne sont pas des miroirs de la réalité. Ce sont des marteaux, ce sont des clés. Ce sont des serpents qui, lorsqu'ils sont prononcés, dévorent la logique et ouvrent des portes qui n'ont jamais été écrites. Le langage ordinaire est la prison la plus sophistiquée de l'âme. Chaque mot que vous prononcez, chaque phrase que vous formez, organise votre perception du monde au sein d'une architecture invisible, limitante et artificielle. Ce que vous appelez la réalité n'est rien d'autre qu'une syntaxe incarnée, un réseau de significations qui vous piège dans sa trame sans que vous ne le remarquiez. Mais le mage, le vrai mage, ne parle pas, il proclame. Il ne décrit pas, il crée. Il ne pense pas, il vibre. Ce chapitre révèle la 9e clé de la maîtrise, la grammaire transformationnelle du mage, une science du mot en tant qu'outil de transmutation vibratoire au-delà de la sémantique, au-delà de la logique, au-delà du langage humain. Nous ne parlons pas ici d'une nouvelle langue. Nous parlons d'une structure magique du dire, d'une syntaxe cachée qui réorganise la conscience et modifie l'architecture profonde de l'expérience. Le langage comme conditionnement. Depuis votre naissance, chaque mot que vous avez appris a construit une cage vibratoire. En disant « je », vous créez une frontière. En disant « ceci est bon », vous en créez une polarité. Chaque structure linguistique dicte ce que vous pouvez percevoir, ce que vous pouvez penser, même ce que vous pouvez désirer. Ce qui est en dehors de cette structure n'existe tout simplement pas pour vous. C'est pourquoi j'ai affirmé dans Magic d'OTA que la langue buldar est l'ennemi du mage. Elle nomme ce qui doit être invoqué. Elle décrit ce qui doit être transformé. Pour opérer magiquement sur la réalité, le mage doit détruire puis reconstruire sa relation au langage. Il doit apprendre à parler depuis un autre lieu, à créer des structures verbales non humaines capables de vibrer dans des plans où l'esprit rationnel ne peut pénétrer. Fondement de la grammaire transformationnelle. La grammaire transformationnelle que j'ai développée repose sur 3 principes. Le langage génère la réalité, il ne la représente pas. Chaque structure grammaticale est une forme vibratoire, elle affecte la conscience du locuteur comme de l'auditeur. La syntaxe peut être reconfigurée pour accéder à des états altérés de conscience, ce qui permet la création, la dissolution ou l'invocation de conditions métaphysiques. Les structures traditionnelles sujet, verbe, prédicat reflètent un univers linéaire, causal et égocentrique. Le mage a besoin de structures circulaires, paradoxales, réversibles. Il a besoin de verbes sans temps, de sujets fluides, de prédicats impossibles. Technique de dédramatisation. Pour reconfigurer l'esprit,
J'ai conçu des pratiques appelées dédramatisation magique qui visent à détruire temporairement la structure logique du langage, de ce vide, permettre l'émergence d'un langage opératif. Exercice 1. Paradoxe vibratoire. Former des phrases contenant des impossibilités logiques. Le silence crie la forme qui n'est pas encore née. Je suis toi quand tu oublies que tu n'es personne. Le verbe n'était pas, mais se passe encore. Ces phrases doivent être récitées en état méditatif, permettant à l'esprit rationnel de s'effondrer, ouvrant une fissure où le symbole est libéré de sa forme. Ce qui se produit alors n'est pas la compréhension, mais la vibration transformatrice. Exercice 2. Langage non humain. Concevez une langue artificielle avec ses propres règles syntaxiques, inspirées de la géométrie, des mathématiques ou des structures organiques. Le but n'est pas de la comprendre, mais de l'éviter. En l'utilisant, le mage se détache des filtres mentaux communs et accède à des ondes psychiques vierges. Dans mes rituels d'invocation avancés, j'ai utilisé l'énochien, non comme langue angélique, mais comme structure extraterrestre de perception. Les mots en énochien n'ont pas de traduction stable. Ce sont des vecteurs vibratoires, des ponts vers des plans archétypiques. Le verbe comme acte opératif. Chaque mot rituel doit être prononcé avec une intention totale, visualisé en forme, couleur et poids, soufflé depuis le centre du corps. Par exemple, l'acte simple de dire Adit ne doit pas être fait comme si l'on répétait un mot sacré. L'opérateur doit sentir cette syllabe émerger du ventre, spiraler dans la colonne vertébrale, passer par le crâne et se projeter comme un feu invisible. Chaque nom de pouvoir est une structure magique qui doit être activée comme un mécanisme, non récitée comme une prière. Formule verbale. Il existe des formules magiques qui condensent des structures complexes de vibration, d'intention et de vision. Ces formules doivent être construites avec des phonèmes puissants accordés à des centres énergétiques spécifiques, un rythme précis de respiration et des cycles codés de répétition. Par exemple, la formule Zazoma ETH Tria a été développée pour activer le centre vide et projeter des opérations de vision. Elle ne doit pas être prononcée comme un mot ordinaire, mais comme une série de coups sonores ouvrant des espaces dans le champ astral. L'effet transformationnel. Quand le mage parle depuis cette grammaire, la réalité répond. La perception se réorganise. Les entités écoutent. Les interdimensionnalités s'activent. Le corps entre en résonance avec des plans supérieurs. J'ai enregistré des altérations électromagnétiques, des présences lumineuses, des variations de température dans l'environnement et des phénomènes de précognition active après de longues sessions de vocalisation rituelle depuis cette structure verbale transformationnelle. Le langage du silence. L'étape finale est le verbe silencieux, la capacité d'émettre des vibrations sans son, sans mots, sans forme, depuis le cœur même du cas. C'est la vraie prière, le vrai commandement, la vraie magie. Krala, mais décrète. Ferme la bouche, mais vibre depuis les entrailles. Que ta parole ne soit pas son, mais émanation. Avertissement. Utiliser ces techniques sans préparation peut provoquer une fragmentation de l'identité linguistique, une isolation perceptuelle et l'émergence d'archétypes refoulés. C'est pourquoi chaque pratique transformationnelle doit être suivie d'un rituel de réintégration, où l'opérateur revient à utiliser le langage commun avec pleine conscience de sa fausseté. Tu es un verbe incarné. Ton corps est syntaxe. Ta vie est une prière qui convoque le mystère. Réécris-toi, et l'univers obéira. Chapitre 10e. Le lion écarlate et le dragon noir. Application pratique. Rituel avancé. Création d'objets télesmiques. Alchimie rituelle de l'être. Le lion crache un feu qui illumine. Le dragon exhale un venin qui transmute. L'un est l'or ascendant, l'autre le plomb chantant. Le vrai magicien boit aux deux et ne meurt pas, il s'éveille. Ici, à l'étape finale de la descente opérationnelle, nous atteignons le cœur de la transmutation magique intégrale, l'intégration vivante des forces alchimiques suprêmes et abyssales, la volonté solaire du lion écarlate et le pouvoir saturnien du dragon noir. Le magicien qui a traversé les 9 chapitres précédents ne cherche plus l'information ni la vision. Il devient le laboratoire, l'athanor et la pierre philosophale. Ce dernier chapitre ne révèle pas plus de théorie, mais des actions pures. Son but est de vous fournir les outils nécessaires pour opérer dans la réalité comme le font les dieux, créer des objets conscients,
établir des champs vibratoires stables et transmuter votre propre être en un agent télesmique de manifestation. Ici commencent les rites de plus grand pouvoir. Le lion écarlate, feu de manifestation. En alchimie interne, le lion écarlate représente l'or vivant de la conscience éveillée, le pouvoir solaire individualisé, l'étincelle d'Adid qui a conquis sa forme et émet désormais sa volonté comme une lumière stable. Cette force n'est ni agressive ni expansion aveugle. C'est une présence vibratoire, un magnétisme qui convoque sans effort, un rayon qui structure la probabilité en sa faveur. Activation du lion écarlate. Rituel de base Solaris Absolutum. Préparation du corps. 49 respirations solaires. Inspirez en visualisant la lumière dorée monter par la colonne vertébrale. Expirez en l'étendant dans la poitrine. Santonation. Mantra vibré depuis le plexus solaire. Raison Ulek en 11 cycles. Visualisation. Imaginez un lion de feu aux yeux humains émerger du centre de votre poitrine. Ne le contrôlez pas. Laissez-le vous regarder. Nourriture symbolique. Offrez une goutte de sang sur un symbole solaire. Achèvement. Décrétez fermement. Je suis celui qui parle et le mot qui est entendu. Le lion vous accompagnera, non comme un symbole, mais comme une présence active, s'intensifiant chaque fois que vous agissez en pleine harmonie avec votre véritable volonté. Le dragon noir, feu de dissolution. Là où le lion construit, le dragon détruit. Là où le premier fixe, le second libère. Le dragon noir représente l'aspect saturnien de la transmutation. La mort rituelle des structures obsolètes, le pouvoir de l'abîme en phase régénératrice. Il n'est pas maléfique, il est le poison qui guérit, l'acide qui purifie, le chaos nécessaire à la renaissance. Celui qui n'intègre pas son dragon sera dévoré par lui. Activation du dragon noir. Rituel de base du vide sacré. Obscurité rituelle. Effectuez ce rite dans l'obscurité totale. Jeûnez au moins 13 heures. Souffle cadavérique. Inspirez en cette pulsation. Expirez comme si vous expulsiez des cendres. Visualisation. Invoquez un serpent noir aux ailes brisées émergeant de la base de votre colonne vertébrale. Contact. Laissez-le monter jusqu'à votre cou et vous envelopper. Ne résistez pas. Ne demandez rien. Abandon symbolique. Écrivez sur un papier ce qui doit mourir en vous. Brûlez-le en vibrant. Muxicute. Achèvement. Gardez le silence pendant 49 minutes après le rite. Ne partagez pas votre expérience avant que le signe du dragon n'apparaisse dans votre environnement. Un rêve, un symbole, une manifestation spontanée. Création d'objets télesmiques. Un objet télesmique est plus qu'un talisman. C'est une structure matérielle dans laquelle une vibration vivante, consciente et opérative a été implantée. Il ne symbolise pas le pouvoir, il le contient. Matériaux, matière poreuse, métal, os, pierre volcanique ou bois vivant. Empreinte vibratoire par sang consacré ou son rituel dirigé. Lien d'intention défini par une phrase enregistrée ou chantée au moment du scellement. Recharge périodique, alimentée rituellement selon la phase lunaire ou le calendrier planétaire. Processus. Purification de l'objet. Immergez-le dans du sel noir et dans un feu symbolique. Bougie croisée noire et blanche. Impression du cas. En vibrant votre sigil sonore personnel, gardez la pièce en contact avec votre centre cardiaque. Animation. Déclarez 3 fois. Tu n'es pas un symbole, tu es le Verbe incarné. Tu agis par moi, en moi, comme moi. Je te libère avec forme, pour former sans moi. Utilisez ces objets pour sceller des rituels, activer des espaces, défendre des portails ou concentrer des énergies spécifiques. Alchimie rituelle de l'être. Ici convergent toutes les clés révélées. Le magicien ne cherche plus à opérer sur le monde, il opère sur lui-même comme étant le monde. Le véritable grand œuvre n'est pas de créer de l'or ou d'invoquer des anges, mais de transmuter le soi fragmenté en une unité opérative consciente. Cette alchimie n'est pas métaphysique, elle est physiologique, émotionnelle, vibratoire. Cela implique activation des centres énergétiques selon des polarités croisées. Reconfiguration des circuits mentaux par la grammaire transformationnelle. Projection du cas dans les réalités désirées puis réabsorption enrichie.
Dissolution de l'ego superficiel par l'exposition au dragon. Cristallisation de la volonté en une forme stable, solaire, magnétique. Rituel final, la nuit du lion et du dragon. Objectif, fusion opérationnelle des forces de création et de dissolution au cœur de l'être. La veille, jeûne partiel, méditation sur les 7 chapitres précédents. Espace rituel dessiné en forme d'un côté noir, un côté rouge. Simultanéité. Effectuer en parallèle les rites du lion et du dragon. Un miroir ou un autre opérateur peut vous assister. Convergence. À l'intersection du symbole, tenez-vous debout et vibrez le mantra final, Fotkakal Kenya. Observation. Ne cherchez pas de résultat. Attendez la cristallisation du signe en vous. Ce peut être une vision, un changement physique ou une certitude inébranlable. Le lion écarlate et le dragon noir ne sont pas deux archétypes distincts. Ils sont la double face du même être éveillé. L'un regarde vers l'étoile, l'autre vers la tombe. Mais tous deux marchent au centre du cercle, où il n'y a ni haut ni bas, ni commencement ni fin. Ce chapitre ne clôt pas le livre, il le transforme en vous. Si vous avez parcouru chaque clé, si vous avez incarné chaque rite, si vous avez su vous taire là où il fallait parler et parler là où il fallait rester silencieux, alors vous n'êtes plus le lecteur, vous êtes l'opérateur. Vous n'êtes plus le chercheur, vous êtes la porte. Vous n'êtes plus vous, vous êtes la force qui se nomme à travers vous. Le feu n'est pas dans la flamme, ni la mort dans le cadavre. Le mystère n'est pas dans les mots, mais en celui qui les traverse. Vous êtes celui qui brûle, meurt et renaît. Vous êtes le lion. Vous êtes le dragon. Et l'univers se penche pour vous regarder. Amen.